Bonjour tout le monde, non pas c'est Rebecca Valentin. Bienvenue dans Live Fondation Toya, dans l'occasion 27e édition Livre en Folie. Pour une deuxième séance en virtuel, année encore, nous portons animation, lecture pour tout le monde. Nous avons gagné avec nous un invité spécial qui est un historien romancier haïtien, Michel Souker, qui a bien pour présenter nous un extrait de livre La dernière nuit de Cincinnatus le Comte. Nous avons bien avec nous tout, jeune fille leader de Fondation Toya, qui a bien pour poser des questions avec l'auteur là. Merci. Bonjour à la Fondation Toya. Bonjour aux gentilles demoiselles qui sont ici avec nous pour pouvoir faire connaissance avec mon œuvre et avec bien sûr le romancier, le dramaturge, l'historien, le journaliste, le biographe Michel Souker, que je suis. À cette occasion, je dois vous dire que vous devez, et nous devons tous, aimer le livre qu'est notre meilleur ami. Comme disait Montesquieu, Montesquieu disait qu'il n'y a pas une heure de chagrin que la lecture n'est pas dissipée. Sachez bien qu'un livre fermé est un ami qui attend. Un livre lu est une amitié partagée et un livre maltraité est une amitié bafouée. Aujourd'hui, nous allons ouvrir l'un de mes romans, La dernière nuit de Cincinnatus le Comte, paru aux éditions Mémoires d'un crié en 2013. Eh bien, ce roman raconte l'explosion de la poudrière du palais et la disparition que l'on juge à date mystérieuse du président Lecomte. L'affaire se passe en 1912 à Port-au-Prince en Haïti. Le palais explose. Le président Lecomte et sa garde périssent. Accident, crime, vengeance d'Ogu, le dieu vaudou. L'explosion de la poudrière du palais masque-t-elle l'assassinat du président? Un journaliste, Louis Brutus, du journal Le Matin, mène l'enquête afin de percer le mystère. Entre-temps, s'ouvre une guerre pour s'emparer du pouvoir. Conjuration, traîtrise, trahison taraudent les esprits. Dans les abysses de ce laboratoire politique, plane l'ombre de Reine Joséphine, l'épouse, la femme forte, la femme chance de Cincinnatus. Cette épouse obsédée autant par le rachat de la conscience de son mari que par le blanchiment des élites sur cette île des Caraïbes qui hasarde à l'infini des modèles politiques aussi insolites que flamboyants. Reine Joséphine le Comte, dit-on, fut la femme forte, la femme chance de Cincinnatus le Comte. Selon une tradition orale, elle avait passé un pacte avec la Vierge à ta grâce en lui disant « Fais de mon mari un président pour qu'il puisse se racheter parce que son mari avait été jugé et condamné par contumace lors du procès de la consolidation pour corruption. Fais de mon mari un président pour qu'il se rachète et à ce moment-là, si tu le fais, prends ma vie, même un an après son arrivée au pouvoir. » Alors, dans une partie du roman, nous voyons Reine Cincinnatus en train de parler à la Vierge, en train de parler, bien sûr, à Dieu. Et elle dit, j'ai commis des péchés qui damnent une chrétienne. Les mots la lacèrent, telle une traînée d'épines de la poitrine à la gorge. J'ai trompé mon premier mari avec Cincinnatus. J'ai trompé le père de mes deux seuls enfants. Oh, comment ne pas préférer un homme habité par un rêve de grandeur à un sans ambition? Oui, j'ai commis l'adultère. J'ai rompu ce que Dieu et l'Église ont uni au profit de ce qui donne goût à la vie. La quête de dépassement, la conquête d'un idéal, le désir de servir son pays. J'ai encouragé Cincinnatus dans cette voie. Notre stérilité est notre punition.
L'unique présence de mes deux filles, de mon premier mariage, portrait craché de leur père, est notre châtiment. Cincinnatus s'est résigné, il les chérit. De 5 ans, l'aîné de mon aimé, je ne pouvais faire preuve de sagesse, j'avais 31 ans. À cet âge, la sagesse ne met pas du piment, des épices dans la chair des nuits. Punissez, mais permettez à mon amour d'accéder au fauteuil présidentiel. En retour, son pouvoir répandra la lumière du bien. Il a volé, avec mon consentement, l'argent et le nerf de la lutte pour le pouvoir. Des actions justes laveront cet argent sale. Donnez-nous l'occasion du rachat. Elle retient son souffle. Un terrible péché roule dans sa poitrine, monte à sa gorge. Impossible de le refouler. Il l'étrangle, elle le crache. J'ai souhaité le malheur d'un rival pour l'affaiblir. Elle a accouché de l'aveu dans un spasme. Ses membres se raidissent. Son front se blesse contre le treillis. Ses mains serrent le métal. Des élancements aigus la saisissent. On m'impute la mort du fils d'un rival de Cincinnatus. À tort ou à raison. J'ai souhaité la souffrance de son père. Cela ne me rend-il pas responsable? Il rentrait d'Europe. Il est passé par-dessus bord. On me suspecte d'avoir commandité cette noyade. N'ai-je pas fauté par intention criminelle? Ses cheveux de mousse, ses orbites creuses de noyer, ses médales, ses viscères de fucus, ses pieds de goémon hantent mon sommeil. À la tombée de la nuit, je m'empresse d'allumer les lampes. J'évite les plages de sable noir de limonade pour fuir sa transparence de fantôme sur les vagues avec son escorte de requins et de barracudas. Je fuis la vue des pêcheurs et de leurs poissons, crabes, lambis, écrevisses, homards, tous contaminés par son sang. J'interdis à mes filles baignades et promenades en canot, puisqu'ils errent dans les abysses océaniques et dans chaque goutte d'eau salée. Parfois, ils luisent translucides, dans les rayons du soleil avec des contours de porcelaine. Ils torturent mon âme. Ils logent sous mes paupières, secouent la méritine. Cette tenue de deuil, pourquoi je la porte? Souvent, je m'interroge. Est-ce à cause de ce vœu criminel ou pour le déshonneur public? Si Cincinnatus lave la souillure, chassera-t-il cette hantise? Puisqu'en a été le bénéficiaire, il partage ma responsabilité. J'ai semé la démesure, la haine. Pardonnez, je vous en conjure. N'avons-nous pas assez expié? Exil, procès, avilissement public, échec de la première révolte, la mort de nos partisans. La seconde résurrection subira-t-elle le même revers? J'ai tout confessé. Je vous en supplie. Faites de mon mari le chef d'État, ne fût-ce que pour un an, même au prix de ma propre vie. Notre rachat passe par cette consécration. Je vous jure sur ma tête qu'il sèmera le bien. Permettez qu'il lave notre honneur. C'est l'unique moyen. Je vous en conjure, Vierge Alta Grâce. Merci à Michel Souka qui fait belle présentation ça pour nous. Et Kounia, nous a fait place à une même jeune fille de qui a une question pour poser. Oui, Eva. Bonsoir, mon nom est Simon Eva Laurie, membre jeune fille leader de la Fondation Toya. Ma question est la suivante. Est-ce que le personnage Reine Joséphine nous permet de refléter les femmes politiques à cette époque? Et vu que sa mère qui soutenait inlassablement son père, disons, est-ce que les femmes jouaient un rôle important auprès de leurs époux? Quel est le rôle joué par Reine Joséphine? Eh bien, ça a été un rôle moteur. Elle a soutenu son mari dans les moments les plus difficiles. Et quand elle va rencontrer Cincinnatus, qui à l'époque était un jeune directeur de la douane, elle va voir dans cet homme l'homme de son destin. L'homme qui aussi est habité comme elle par un rêve, le rêve du pouvoir. Donc, elle va définitivement se dire qu'elle n'est pas une du vivier,
le nom de son premier mari, mais le compte, oui. Elle ne va pas se contenter uniquement de la richesse, parce que c'est un entrepreneur aussi. C'est l'un des plus grands entrepreneurs du pays à l'époque. Il est dans le café, il est dans les chemins de fer, il fait ce qu'on appelle des briques, des soucis. Non, il veut le pouvoir. Donc c'est l'homme idéal pour une femme comme Reine-Joséphine. Merci Eva pour belle question que vous avez posée et merci à Michel Soukar pour réponse. Kounia a fait place à 3 autres questions encore que nous avons une chance pour nous poser. Bonsoir, je suis Nathalie David, membre de la Fondation Toya. Question me posée à travers la façon dont vous avez relaté le vaudou dans ce roman. Peut-on le considérer comme une forme de liberté? Pour moi, ça c'est mon opinion. Il n'y a pas de liberté dans la religion. Ça n'existe pas. Parce que quelle que soit la religion que la personne adopte, vous faites dépendre votre comportement d'une croyance qui vous dépasse. Ça veut dire que je fais ceci parce que Dieu a dit, je fais cela parce que le roi me l'a dit, je fais ceci parce qu'Allah me l'a dit. Donc vous êtes dépendant, vous n'êtes pas libre, vous êtes aliéné. Maintenant, s'intéresser au vaudou comme manifestation de croyance, de religion, dans le théâtre, dans la musique, dans le roman, bon, c'est tout comme d'autres écrivains le font pour les croyances qu'ils trouvent, par exemple, en Amérique latine. Quand vous lisez Miguel Ángel Asturias, vous voyez comment il décrit les descendants des Mayas, du Guatemala, du Honduras. On fait ça, c'est pas grave. Quand vous lisez par exemple Mario Vargas Llosa, ou bien qui parle des cultes des gens qui étaient au Brésil, comment ils faisaient pour résister aux propriétaires fonciers, ou bien Georges Amado, vous trouvez ça dans beaucoup de littérature. Mais il n'y a pas de liberté dans la religion. C'est impossible. D'accord? Quelle qu'elle soit. Bonjour professeur et historien Michel Soukar. Je suis Samantha Volsi, membre jeune fille leader de la Fondation Toya. Je tiens à vous remercier pour votre travail effectué au sein de la société haïtienne, ainsi que pour votre ouvrage intitulé La dernière nuit de Cincinnatus le Comte. À ce sujet, j'aimerais savoir comment pensez-vous que la religion et le syncrétisme peuvent influencer grandement la société haïtienne à l'heure actuelle. Tout d'abord, il n'y a pas de syncrétisme. Ça n'existe pas. Il y a une juxtaposition. Ça veut dire la personne qui est vraiment vaudouisante, on peut pas un mot dont on se sert surtout depuis 1986, en réalité, le vrai mot, ce n'est pas vaudouisme. Le vrai mot, c'est serviteur des lois. Bon. Maintenant, la personne qui est vraiment serviteur ou servante des lois fait très bien la distinction entre le loi, qui est un esprit du vaudou, et le saint catholique. Fait très bien la distinction. Maintenant, dans le vaudou haïtien, celui qui l'a créé, qui fut l'esclave du 18e, 17e siècle, pour marronner le colon, il a caché son loi derrière le saint catholique qui lui semblait ressembler aux lois à partir des couleurs, des attributs, etc. Mais il fait très bien la différence entre Saint-Georges et Ogou, entre Mater de Lorosa et Ezulifreda, entre Saint-Jacques-Majeur et l'autre Ogou. Il fait très bien la différence. Donc, il n'y a pas de syncrétisme, il y a une juxtaposition. Quand vous rentrez dans un fort, si vous allez chez un membre, vous voyez quoi? Des images catholiques, c'est vrai. Mais cependant, la personne qui est vraiment servante ou serviteur fait très bien la distinction entre le saint et le loi. Ok? Donc, il n'y a pas de syncrétisme. Ça n'existe pas. Bonsoir. Je me présente Sonia Neissa, membre jeune fille leader à la Fondation Toya. Juste avant de poser ma question, je vous remercie pour cette belle présentation. Donc, dans votre texte, vous avez parlé de la politique. Donc, à l'image de cette époque, entre 1911 et 1912, une époque où la politique était vraiment agitée, surtout avec la prise du pouvoir de Cincinnatus le Comte. Donc, par rapport avec la société dont nous vivons aujourd'hui, comment on peut faire le lien?
Surtout, nous voyons qu'il y a beaucoup de partis politiques qui prennent naissance à travers les jeunes. Donc, les jeunes veulent s'engager. Donc, et puis, par rapport avec la formule qu'avait ces sénatus Lecomte à l'époque, la fin justifie les moyens, comment ces jeunes peuvent trouver les ressources et fonds nécessaires pour accéder à ce pouvoir-là? Merci. Ce que je veux dire à un jeune qui s'intéresse à la politique et qui aimerait faire vraiment ce qui s'appelle de la politique, ça veut dire, dans le sens originel du mot, police, qui veut dire s'occuper des affaires de son pays dans le sens pour les améliorer. C'est d'abord de se bâtir comme citoyen. Se bâtir comme citoyen, ça veut dire que vous devez pouvoir, entre 0 et 18-19 ans, vous donner une instruction, une éducation, des loisirs sains, de la santé. Ce sont ça d'abord pour vous construire. Maintenant, il y a des gens, des organisations, par exemple comme vous autres, qui font un bon travail. Vous devez pouvoir, et vous le faites, leur apprendre que la première responsabilité, c'est la leur. C'est leur responsabilité. Ce sont elles qui doivent pouvoir entrer en action, aller chercher. Parce qu'elle parlait de liberté, on parle de religion. Eh bien, être libre, c'est être responsable. C'est ça, être libre. Vous voulez être libre, est-ce que vous pouvez être responsable de vous-même? Tout autant que vous ne pouvez pas être responsable de vous-même, être responsable de vos actes et prendre conscience de la portée de vos actes, vous n'êtes pas encore prêt pour la liberté. Vous êtes prêt pour les autres, mais pas pour la liberté. Ok, la Bibliothèque Jeunesse Toya remercie le romancier et essayiste Michel Socor pour cette intervention qui a été assez intéressante. Et nous vous invitons à venir acheter le livre qui est disponible à Livre en Folie. Et je suis sûre que vous pouvez payer par Unibank Online. Donc c'est la dernière nuit de Cincinnatus Lecomte. Donc venez, c'est disponible aussi à la Bibliothèque Jeunesse Toya. Vous pouvez venir, c'est gratuit. Venir lire parce que c'est vraiment intéressant, parce que c'est un roman assez intéressant, un roman historique surtout qui se base sur l'explosion du palais avec le président Cincinnatus Lecomte. Donc c'est intéressant. Nous vous donnons rendez-vous à une prochaine. Bye bye. Merci. Voilà.